Futur et Luxe, produit par le Journal du Luxe, CB News, et en partenariat avec le groupe Les Échos, Le Parisien, qu'on remercie infiniment pour leur soutien et leur collaboration. Bienvenue à un webinaire vraiment exceptionnel, hein, qui réunit aujourd'hui des talents d'exception, avec une première partie qui va être une interview d'exception qui a été réalisée il y a quelques heures à peine, et qui donnera la parole à Antoine Arnaud, qui est le CIO LVMH en charge de la communication, et toujours interviewé par Eric. Et puis la deuxième partie de ce webinaire, une table ronde qui va être qui va réunir à la fois des agences, des grandes agences, des régies et des agences indépendantes. On va pouvoir aborder pas mal de sujets, pas mal de magnifiques campagnes. Givenchy, Saint-Laurent, Elisab, etc. seront abordés lors de cette table ronde. Nos invités, des invités absolument exceptionnels. Alors, Corinne Mregen, qui est directrice générale du groupe Les Échos, Le Parisien, que je rappelle, notre partenaire pour la réalisation de cet événement. Ravi de recevoir Corinne Mregen, qui sera interviewée par Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe, dans quelques minutes. Delphine de Cannecôte, qui est présidente de BETC Étoile Rouge. Une petite agence pas comme les autres, constituée de Julia Layani et Elise Goldfab, qui sont les founders de Elise et Julia, et le groupe Publicis, représenté par Alexandre Drey, directeur général adjoint de Publicis La Maison. Tout ceci régi par et dirigé sous l'impulsion d'Éric Brionne. Pour ma part, je vous retrouverai en fin de webinaire. Juste pour conclure un petit peu, moi je m'appelle Pierre Caléjean, je suis le directeur et cofondateur de Paris School of Luxury. C'est une école de formation à Bac+5 qui fait partie d'un écosystème luxe au sein de Media School, groupe d'enseignement supérieur privé et de médias. On a cofondé cette école avec Eric il y a quelques années. Ravi de participer à la réalisation d'un webinaire Quel futur pour la com luxe. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à y assister que nous à l'avoir préparé. Eric, je suis à Magellan, je te passe la parole. Tu es dans ton bureau. Est-ce que tout se passe bien? Parfaitement. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à la communauté, aux communautés du Journal du Luxe, avec cette thématique que j'adore. Quel avenir pour la communication du luxe? Le luxe est un surdoué de la communication. Il s'appuie sur des agences fortes, il s'appuie sur des régies puissantes, mais aussi in-house. Que se passe-t-il dans le marché de la communication? Que se passe-t-il sur les compétitions? Quel est le rapport au GAFA? Quel est le rapport surtout à une mission nouvelle de la communication qui dépasse sa fonction commerciale pour promouvoir une nouvelle société? Eh bien, on va parler de ces sujets fabuleux pendant une bonne heure et demie. Maintenant, on va vous passer cette interview d'Antoine Arnaud. Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir Monsieur Antoine Arnaud, dont voilà, votre titre, hein, si on peut dire ainsi, est au cœur de notre sujet, puisque vous êtes responsable image, communication et environnement. On aura une question sur l'environnement. Bienvenue, Monsieur Antoine Arnaud. Merci Bienvenue à la beaucoup. communauté du Journal du Luxe. Merci. Bonjour à tous. Il y a un secret LVMH. Vous arrivez à une alchimie, comme du champagne, entre d'un côté arriver à gérer l'héritage, le passé, et en même temps l'air du temps, le zeitgeist. Comment on arrive à créer cette synthèse qui est potentiellement improbable? Oui. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de secret. Je crois pas qu'il y ait de recette. En revanche, mon père a toujours réussi à expliquer ce succès par l'alliance entre le respect absolu de l'héritage des maisons, de leurs valeurs, de ce qui fait leur ADN, et une dose importante d'innovation, de créativité, et un petit grain de sel qui va apporter de la nouveauté, du goût à ce qu'on propose.
Et le dernier élément qui est très important, c'est le temps qu'on laisse à ces maisons de s'installer. Nous sommes un groupe familial, nous sommes un groupe qui a peut-être pas l'éternité, mais enfin qui a une très longue période de temps devant soi. On n'est pas un fonds d'investissement qui a besoin d'un retour immédiat. Et je crois que quand on explique ça à des équipes, elles prennent les bonnes décisions. Quand il faut réussir tout de suite, quand il faut essayer de donner un coup de fouet immédiat à une maison, on prend souvent les mauvaises décisions. C'est comme demander à un artiste musical d'écrire un tube. Vous ne pouvez pas lui demander ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça se fait dans la durée, ça se fait avec un processus itératif. Mais quand on trouve le bon designer, qu'ensuite on a les bons emplacements, qu'ensuite on trouve la bonne campagne de communication qui va être suffisamment impactante pour créer cette espèce de mix parfait, à ce moment-là, le groupe peut, grâce à sa surface financière, appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et là, ça peut aller assez vite et marcher assez fort. Donc, il n'y a pas de secret, mais on a le temps devant nous. Et c'est un avantage important. Donc il y a un mix quand même secret, respect, grain de sel et temps. Il y a un triptyque là. Oui, oui, probablement, mais ça, on n'est pas les seuls à l'avoir et pourtant, et puis ensuite évidemment, pardon, hein, mais ça ça coule de source, on a les équipes, qui vont avec et on a réussi à recruter les meilleurs talents à la fois en termes de création. Je pense que nous avons le meilleur, enfin les meilleurs créateurs, au monde et les meilleurs managers. Donc, cette alliance-là, une fois qu'on trouve cela et qu'en plus il y a une espèce d'alchimie qui se passe entre le créateur et l'équipe managériale en place, alors là, ça peut vraiment partir très, très fort. Quand on voit ce qui se passe chez Dior récemment depuis l'arrivée de Pietro Beccari, qui a fait des miracles chez Dior. Écoutez, ça ne peut arriver que quand on a cette magie-là avec Maria Grazia qui, elle, crée et le manager qui met en musique quelque part. On a la soliste et le chef d'orchestre qui met tout ça en musique. Il y a aussi ce rapport au temps, enfin, le lancement très réussi de la Samaritaine, là de Cheval Blanc, c'est un rapport au temps où vous avez pris le temps de bien faire les choses, Oui. d'attendre le bon moment, même si c'était très long, mais Là, c'est je une ne réalité. vous fais pas dire, on a mis 15 ans hein, à Samaritaine à l'ouvrir. Donc, c'était particulièrement long. On aurait préféré l'ouvrir avant, hein, évidemment, mais il y a eu toutes ces histoires que vous connaissez probablement. C'est des recours dans tous les sens, etc. Mais là, oui, on a pris le temps, on a bien fait les choses et les premiers mois d'activité sont très encourageants puisque malgré l'absence de touristes asiatiques, le grand magasin ne désemplit pas et l'hôtel cartonne aussi avec un taux d'occupation à quasiment 100%, y compris pour la grande suite dont on ne La dit pas le nom, fameuse. mais Voilà. qui est particulièrement violent. Donc c'est formidable et ça montre bien, comme vous le disiez, et ce que mon père disait dans le Financial Times ce week-end, euh, Paris est en plein essor. On sort d'une pandémie, enfin où on est encore d'ailleurs dedans, mais on va dire qu'on espère en être à la sortie. On n'a pas encore la moitié des touristes qu'on devrait avoir et pourtant, nos boutiques, notre grand magasin et ce nouvel hôtel sont pleins. Donc, c'est quand même assez encourageant sur l'avenir de notre secteur. On reparle communication. Il y a un OK. contexte complètement exceptionnel. Alors, émiettement des audiences, multiplication des touchpoints, des comités de clients aux attentes des fois différentes, voire même opposées. Comment on gère ce luxe 2022, j'ai envie de dire, qui n'a jamais été autant mondialisé et aussi archipélisé? Alors, nous, on a pour mission chez LVMH d'informer nos équipes communication dans toutes les maisons de l'existence de ces plateformes. D'ailleurs, souvent, elles ne nous attendent pas pour les connaître. Euh, et ensuite, ce sont elles qui décident en fonction de leur stratégie et de ce qu'elles ressentent comme un besoin pour leur maison, de les activer ou non. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que bien entendu, ces plateformes sont essentielles aujourd'hui parce que c'est là où se trouvent les clients et principalement les nouveaux clients, mais que notre essence en matière de communication reste quand même le magasin, la vitrine, l'outdoor, les médias traditionnels
et que nous ne les oublions pas et que nous continuons à croire très fermement en ces médias autres que les médias digitaux. Bien évidemment, on va être sur TikTok, on va être sur Insta et toute nouvelle plateforme d'ailleurs qui aura de l'intérêt pour nos clients et donc nous. Mais on va aussi continuer à proposer de très grandes expositions, bientôt à Londres, en ce moment à New York, pour Dior. Vuitton aussi propose de grandes expositions depuis toujours. Donc nous sommes l'exemple même en effet du multicanal, mais nous ne sommes pas du tout exclusifs digital. Après, on est ouvert à tout. On a été parmi les premiers à aller sur Insta quand ça a été lancé, sur Twitter aussi, sur Facebook. Moi, j'avais été, je me souviens, à l'initiative du premier défilé en live sur Facebook. Je ne sais plus, il y a 15 ans, je crois, ou 13 ans, où on me disait, enfin, les gens nous prenaient pour des fous. Maintenant, il n'y a plus un défilé qui n'est pas en live sur Instagram ou Facebook. Donc, ces plateformes, on embrasse leur développement. On est souvent partenaire de ces plateformes. Nous sommes des annonceurs importants. Mais nous ne sommes pas non plus otages de ces plateformes, en ceci que on fait plein d'autres choses à côté et on tient à continuer à faire plein d'autres choses à côté. Donc la double page magazine est loin d'être morte. Ah, je le crois, et d'ailleurs, vous savez, on a été, pendant toutes les crises, on a toujours soutenu les groupes médias et les grands groupes, qui nous demandaient, pas de l'aide, mais enfin qui nous demandaient de continuer à les soutenir. La seule petite exception a été au tout début de la crise du covid, quand on ne savait pas si on allait rester confiné, 1 semaine, 1 mois ou 1 an. Et à ce moment-là, on a considéré que c'était un peu comme dans l'avion quand il y avait une dépressurisation, il fallait absolument mettre son propre masque avant d'aider ses voisins. Et quand on est un groupe comme le nôtre et que vous voyez quelque chose comme ça qui arrive, bah, au début, on coupe tout et puis ensuite, on voit en fonction de la météo. Et en l'occurrence, bon, bah, voilà, ça s'est débloqué assez vite. On s'est rendu compte assez vite qu'on allait pouvoir ouvrir les boutiques. Mais annoncer ou faire de l'affichage quand vos boutiques sont fermées à 90%, ou j'exagère peut-être, mais 80% dans le monde, ça n'a pas grand sens. Et quand on ne sait pas si on pourra rouvrir dans un futur proche, ça n'a vraiment pas grand sens. Donc, mais dès que la situation s'est débloquée un petit peu, on a rouvert les vannes et continué à aider nos amis annonceurs, nos amis groupes médias. Mais non, moi je suis convaincu que la double page continuera. Alors, vous le savez mieux que moi, les groupes de presse ont de sérieux problèmes. Certains sont en train enfin, l'industrie s'est à la fois fragmentée et en même temps est en train d'essayer de trouver une solution à la baisse d'audience qu'ils subissent. Mais nous sommes là. Quand vous ouvrez n'importe quel magazine spécialisé dans le luxe ou la mode, vous voyez bien que c'est principalement les grandes marques de luxe et de mode dont nous faisons partie. On continue à croire en cela, absolument. J'ai l'impression, Antoine Arnaud, à vous écouter, que la valeur équilibre, la recherche de l'équilibre, c'est quelque chose de fondamental pour vous. Peut-être. En tout cas, on ne c'est pas comme ça qu'on le réfléchit, mais Vous avez un tellement probablement radical, vous voyez un peu. il faut être un peu partout, vous savez? C'est d'ailleurs aussi, probablement ce qui fait qu'on est performant aujourd'hui, c'est qu'on s'est, étendu géographiquement, avec méthode, et donc quand un pays va mal ou qu'une région du monde va mal, bah, elle est compensée quelque part par le succès d'une autre région. Donc, on a on fait peut-être un peu la même chose sans le rationaliser comme cela. On fait peut-être un peu la même chose en matière de communication, c'est-à-dire qu'on déploie enfin, nos budgets et notre territoire d'expression sur de nombreux médias. On ne va pas partout, hein, évidemment, mais enfin, on essaie d'être présent là où ça compte. Ouais. Maintenant, une question un petit peu plus complexe. Vous parliez de crise à éviter. On voit une montée de la cancel culture, même des clients de luxe qui l'expriment. Comment Mm. on fait aujourd'hui pour éviter ces risques de censure ici? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une place encore à l'audace, à la prise de risque? C'est une grande question. Moi, ça me hérisse un peu le poil, je vous avoue, cette cancel culture. Et j'ai peur qu'elle nous oblige à proposer du tiède toute l'année.
J'essaie de combattre cela. J'essaie de pousser les équipes à être audacieuses et à prendre des risques. Malheureusement, on ne peut pas en prendre trop et sur certains thèmes ou sur certains sujets, il faut absolument entrer dans le moule et ne pas prendre de risques parce que c'est trop dangereux pour la pérennité d'une marque. Et vous savez que, bien évidemment, si une marque propose quelque chose de trop, ou qui se fait cancel ou qui se fait, comment on appelle ça, boycotter, c'est très mauvais à la fois pour cette marque, mais en ce qui nous concerne aussi pour le groupe, puisque ça remonte aussitôt et que ça peut être désastreux. Donc on est un peu sur une ligne de crête. On essaie de continuer à proposer des choses belles, audacieuses, parfois un peu risquées. Le risque fait partie inhérente, je crois, de vos beaux métiers de la communication. Moi, j'adore ces métiers-là. J'ai beaucoup travaillé avec les agences. Je les ai toujours, je crois, beaucoup poussés vers plus de risques. Malheureusement, on est à une période. Moi, je pense que c'est temporaire. On est à une période où n'importe quoi pourra être retenu contre vous et souvent, c'est effectivement n'importe quoi. Enfin, c'est un micro truc qui est sorti de son contexte, appropriation culturelle. Enfin, on en fait des tonnes sur des maladresses. Alors parfois, ça a lieu d'être et parfois c'est justifié. Mais la plupart du temps, moi, j'essaie de ne pas prendre cela trop en compte dans mes décisions et j'espère que les équipes font de même. De toute façon, quand elles ont un doute, elles remontent vers nous, on en parle ensemble et on prend ou on prend pas la décision d'y aller. Mais Et vous savez, moi, je regrette un peu l'époque où on prenait effectivement des risques. Quand on avait mis Gorbatchev devant le mur de Berlin avec euh, ouais. euh, avec Annie Leibovitz, ça, enfin, c'était pas un énorme risque non plus, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, Puisse le faire. on déciderait d'y aller. Quand on prend Keith Richards, à moitié stone sur son lit à New York, je ne sais pas si on aurait décidé de le faire aujourd'hui. Tout est un peu plus consensuel. Je pense que c'est aussi le rôle des agences de lutter contre ça et de pousser leurs clients un peu plus dans leur retranchement et de ne pas se contenter d'aller faire du masse et du tiède. Voilà. Vous avez fait une campagne qui était audacieuse, une des campagnes qui m'a le plus marqué sur Tiffany. Alors, une campagne réseaux sociaux, affichage sauvage, Not Your Mother Tiffany, qui a fait beaucoup réagir. Là, on est dans la prise de risque. Oui, alors là, c'est pas moi, là, c'est mon frère Alexandre qui a fait cette campagne, qui a effectivement fait beaucoup parler d'elle, c'est typique, c'est un bon exemple parce que c'est typique d'une prise de risque réussie. C'est-à-dire que ça a créé quand même un peu Il y a des euh, commentaires chauds hein, de sur Insta. mécontentement de la part de pas mal de clients, de maires notamment, qui disaient mais c'est scandaleux de faire ça. Et puis au final, quand on regarde les datas avec finesse, ben, ça a servi Tiffany. Et puis c'était une micro-campagne au sein maintenant d'une très très grande campagne qui, elle, est beaucoup plus forte euh, et qui a beaucoup plus de budget, qui est la grande campagne avec Beyoncé et Jay-Z, qui, elle, cartonne et qui ne crée pas vraiment de polémique, celle-là, en tout cas. Avec Donc, une utilisation de Times Square et de l'affichage comme on a rarement vu. exactement, exactement. Il y a eu la prise à 100%. Je crois que c'est assez rare de Times Square et c'était très, très impactant visuellement. En conclusion, Tonardo, comment vous voyez le futur de la Comlux? Bah, comme vous le disiez tout à l'heure, moi je le vois plus équilibré qu'on croit. Moi je suis convaincu que le digital a évidemment et aura un rôle prépondérant, mais pas uniquement. Moi je continue à être plus séduit et plus ému par une grande affiche que je voyais encore l'autre jour sur la Madeleine que par une mini pub de 4 secondes sur Insta sans son ou sur un mini écran. Ça me parle beaucoup moins et personnellement, je rêve beaucoup plus devant cet outdoor ou devant de belles vitrines, devant de beaux lightbox, devant une belle double page dans un magazine grand format inhabituel ou un magnifique gatefold que ces mini pubs. On en achète beaucoup. On est probablement un des plus grands annonceurs sur ces terrains-là. Ça a l'air d'être efficace. Mais moi, personnellement, ce n'est pas ce qui me fait rêver. Et je continuerai en tout cas à soutenir fermement
communication plus traditionnelle qui, à mon avis, doit perdurer. Voilà. Et toujours avec des agences? Ah bah, bien sûr. Alors, sans obligation, pour les maisons de travailler avec des agences. La plupart travaillent avec des agences. Certaines ont des départements internes qui font bien le job et vous savez, c'est un peu ce que je disais au départ, décentralisation. Donc c'est au choix, de chaque maison. Mais moi, j'ai toujours aussi cru fermement, au rôle des agences. J'ai beaucoup travaillé avec elles. Je travaille encore avec elles aujourd'hui et j'aime bien. C'est important aussi d'avoir un regard extérieur, un regard neuf, hem, d'avoir des gens qui, ont des idées différentes et qui ont un point de vue différent sur ce que vous proposez. Il faut savoir bien les briefer, ça c'est la clé, mais sinon c'est, essentiel, bien sûr. Un grand merci, Antoine Arnaud. Merci à C'était vous. vraiment un plaisir de vous entendre. Merci pour notre communauté. Rien. On va revenir à Paris, au 12 rue Magellan. Merci encore. Au revoir, de rien. Corinne, je vous demande de venir en scène, s'il vous plaît, Corinne. Quel plaisir de vous revoir et surtout que vous soyez partenaire de cet événement. Alors, on a plein de choses à dire. Le groupe Les Échos Le Parisien, en tant que régie et au-delà, est un groupe fascinant. Moi, j'ai une première question et on va voir que la notion d'utilité, elle va être clé. Elle va être vraiment un leitmotiv. Corinne, quelle est la raison d'être du groupe Les Échos Le Parisien? Alors, la raison d'être du groupe Les Échos Le Parisien, cette raison d'être, on l'a publiée il y a maintenant plus de 3 ans et demi, c'est la suivante: favoriser, ça rejoint ce que tu as dit Eric, favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, mobilisant et accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Et cette raison d'être, elle souligne notre utilité sociale, notre capacité à avoir un impact positif sur la société. Alors, elle résonne d'autant plus dans le contexte dans lequel on est, hein, suite à la crise pandémique et compte tenu de la crise et environnementale et sociale. Elle se matérialise de manière très concrète autour de deux leviers d'engagement issus de la consultation qu'on a fait de nos parties prenantes. Le premier levier d'engagement, c'est montrer le chemin. Montrer le chemin, ça se fait en fédérant et en facilitant la mise en mouvement de nos communautés, de nos audiences, via de la production de contenu dans nos supports print et dans nos supports numériques, mais via aussi la production d'un certain nombre d'événements. Et le deuxième levier d'engagement, c'est montrer l'exemple avec là, pour le coup, des actions qui sont davantage orientées sur l'interne. Je pense à des sujets comme évidemment l'empreinte carbone, la charte d'égalité. C'est compliqué de prétendre montrer le chemin si au minimum on n'est pas un peu exemplaire. Ces deux leviers d'engagement, en fait, ils sont vraiment déployés, déclinés en 6 objectifs prioritaires autour de la question de l'information, autour de la question de la production d'événements, autour de l'accompagnement des citoyens et des entreprises, autour de la question de l'inclusion, autour bien sûr de l'empreinte carbone et autour de la chaîne de valeur dans la production de nos médias. On a dans ce cadre-là des actions clés qu'on a identifiées, des échéances entre 1 an et 3 ans, et toutes ces actions, toutes ces échéances sont mesurées, sont objectivées via plus de 130 indicateurs de progrès. Quelques exemples rapides. Par exemple, premier indicateur, la finalisation du projet de siège zéro carbone au 10 Grenelle, hein, là où nous sommes actuellement. Autre exemple, production d'une calculette carbone de diffusion des campagnes publicitaires sur le digital pour la régie publicitaire, mais aussi le fait d'avoir un pilote d'événements 100% éco-conçus ou encore la charte d'égalité, hein, pour les rédactions du Parisien, des Échos et des autres médias qui sont dans notre portefeuille de marque, ou encore la charte d'achat responsable. Alors, dernier point dans ce paysage, dans ce panorama de la stratégie engagement responsable du groupe Les Échos Parisiens, on a aussi avancé côté gouvernance, parce qu'on ne peut pas développer, déployer cette stratégie engagement responsable s'il n'y a pas une gouvernance repensée. On a créé des comités impact qui maillent vraiment tous les métiers de l'entreprise, avec des rencontres mensuelles ouvertes à tous les collaborateurs et des comités stratégiques à un niveau comité exécutif 2 fois par an.
Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette stratégie globale, la stratégie de la régie publicitaire, elle découle naturellement de la stratégie du groupe. Elle déploie, elle décline la stratégie du groupe. Et clairement, la régie publicitaire, son rôle, c'est de mettre en place les meilleures conditions pour optimiser la prise de parole des annonceurs et favoriser leur communication responsable, leurs initiatives liées à l'impact et liées aux transitions. Et vraiment, le motto de la régie publicitaire aujourd'hui, c'est être utile et avoir de l'impact. Alors, concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait d'encourager les bonnes pratiques, ça se traduit par le fait d'accompagner nos partenaires pour vraiment contribuer à faire émerger de nouvelles expressions publicitaires. L'idée, c'est de valoriser très clairement l'utilité sociale des entreprises, pas seulement leurs produits et services, alors aussi leurs produits et services, mais aussi l'utilité sociale des entreprises. Et l'enjeu de tout ça, c'est vraiment de projeter des imaginaires plus vertueux, plus inclusifs, et aussi, parce que ça fait partie aussi du paysage, de se poser la question de l'efficacité. Il faut que l'efficacité soit aussi plus frugale. Alors, ce qui en découle, c'est 6 chantiers prioritaires côté régie publicitaire, très concrets, qui sont en train d'être déployés. Peut-être qu'on pourra y revenir en détail tout à l'heure. Et dernier point, c'est sur la partie événementielle, qui est un point aussi extrêmement important. Donc, les événements et la diversification événementielle participe aussi activement à la stratégie d'engagement responsable du groupe par ses pratiques, du point de vue de la logistique, par ses thématiques aussi. Je pense à des événements comme Inclusive Day, un événement comme Média en scène. La 4e édition a eu lieu la semaine dernière à Paris Paradis, organisé le festival du Parisien, ou à Change Now, auquel on s'est associé, et qui est l'exposition universelle de l'impact en France, mais avec une résonance internationale. D'ailleurs, en matière d'événements, le prochain rendez-vous, c'est le 23 novembre avec Investir Day. On voit que la dimension citoyenne, elle est fondamentale, et c'est la vision que tu as de la Comlux qui doit dépasser simplement le produit. Les échos week-end, le Parisien sont un écrin, bien sûr, pour le luxe, pour ses produits, mais aussi pour un changement sociétal. Absolument. Oui, absolument. La question de la communication de l'industrie du luxe en termes d'affichage dans le cadre de cette communication des engagements environnementaux et sociétaux est évidemment extrêmement importante. On l'a bien vu, le contexte post-Covid a ouvert une nouvelle ère en matière d'engagement. Il y a les entreprises, les marques, tous secteurs confondus, se sont engagés, continuent à s'engager et cherchent aujourd'hui vraiment à le faire savoir. Un chiffre quand même qui est assez parlant et assez édifiant, 20% des communications dans nos marques médias aujourd'hui portent sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc on voit bien que la crise pandémique, la crise environnementale, la crise sociale a poussé l'industrie du luxe, comme les autres industries d'ailleurs, à accélérer leur transition, à se réinventer, à innover. Et vraiment, cette transformation vers un modèle qui soit plus durable, ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par un diagnostic d'abord, ça passe par la fixation d'une trajectoire, et puis ça passe par de l'innovation pour adopter, pour imposer, pour déployer des solutions, pour déployer aussi des circuits, une production qui soit plus vertueuse et plus éthique. Et finalement, la question de l'enjeu du futur responsable du luxe, c'est à la fois d'épouser les codes de la durabilité, d'être exemplaire, tout en continuant à faire rêver, à transgresser, parce que c'est dans l'ADN de l'industrie du luxe. Heureusement. Donc, voilà, exactement. Le luxe peut être un formidable porte-drapeau d'une croissance responsable. Oui, le luxe, dans ces métiers, est légitime est légitime dans l'éducation et la création d'emplois. Le luxe peut se développer en harmonie avec la nature. Tous ces sujets, c'est des sujets éminemment importants quand on se pose la question d'un futur responsable du luxe. Le luxe peut initier de nouveaux modes de consommation. Le luxe de possession peut être complété par un luxe d'immersion, d'expérience. Les entreprises du luxe peuvent être contributrices socialement pour le bien commun. Alors, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est la nouvelle série là, qui a été lancée en coproduction par les Échos Week-end et So Good. Donc, c'est une collection de podcasts qu'on a intitulé
C'est pas du luxe. Je mettrai dans le chat le lien. Donc, ça a été lancé là il y a 4 semaines, puisqu'il y a déjà 4. Demain, il y a le 5e podcast qui va être publié. Donc, en fait, cette série d'émissions, elle explore justement les territoires de la mode, de la beauté, de la gastronomie, du tourisme, enfin tous les territoires du luxe, pour faire émerger un luxe qui soit plus durable. Et comment, en fait, cette première saison, on a décidé de la focuser et de donner la parole à ce qu'on pourrait appeler des makers, des personnalités engagées et positives. Je vais vous en citer 2. La première est celui de la semaine dernière. La première, c'était Hortense Aran, je pense que vous la connaissez, hein, qui a créé Fleur d'ici. Bon, c'est formidable ce qu'elle raconte, parce qu'elle raconte comment son objectif, c'était vraiment de relancer une filière un peu oubliée, de repenser l'horticulture, mais en s'attachant vraiment à ce que cela soit fait dans un contexte très éthique. Elle rappelle par exemple qu'offrir des roses à la Saint-Valentin, c'est absurde, parce que ce n'est pas du tout la saison des roses en France. Donc les fleurs ont des saisons, c'est une évidence, mais les fleurs ont des saisons comme les légumes et les fruits. Et elle explique aussi tout le système de distribution vertueuse en expliquant comment on peut s'inscrire dans une distribution vertueuse et efficace et dans l'excellence de l'exécution. L'autre exemple que j'ai envie de citer, parce qu'il est vraiment formidable, il faut que vous l'écoutiez, c'est Thomas Huriez, qui est le fondateur de 1083. Alors 1083, c'est quoi? C'est 1083, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la plus longue diagonale en France en termes de kilomètres. C'est une boîte qui a créé au départ, qui est partie de la production de jeans 100% coton bio. Aujourd'hui, ça marche très très bien, et aujourd'hui, il a produit le premier vêtement, le premier jean 100% recyclable, 100% recyclé et consigné, le jean consigné. Donc, au lieu d'acheter 3 jeans Zara, il faut acheter des jeans de 1083 ou des marques qui sont représentées dans ce tour de table. Merci Corinne pour cette parole hyper engagée, et on va la prolonger sur la table ronde. Alors, on a construit ensemble une table ronde. Alors souvent, quand on met des publicitaires et des fois des régies ensemble, moi je me rappelle de certaines tables rondes qui roupillaient un petit peu, excusez-moi l'expression, mais là je pense qu'on a fait vraiment une table ronde de choc. On commence tout de suite justement par Delphine. Delphine, est-ce que vous pouvez venir en scène? Voilà, ça y est, on va passer sur la partie table ronde. S'il vous plaît, ouvrez vos caméras. Donc, on va voir. Et déjà, merci, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent. Donc, posez vos questions en chat, je vais les relayer. On aura 3 parties. Une partie, vous avez compris, engagement, qui est le cœur vraiment du sujet aujourd'hui, sociétal, écologique. Une deuxième partie, innovation. Donc, on commence tout de suite par cette première partie. Quel rôle doit jouer la com de luxe demain? Et je vais vous poser une première question, qui est une grosse question assez lourde. La com luxe a-t-elle encore peur d'afficher ses engagements? Donc attention, hein, je veux dire, je ne parle pas d'engagement à manifesto planqué, un petit coin dans le site. Non, des campagnes qui ont pour sujet les engagements environnementaux et sociétaux. D'abord, ne pas communiquer, c'est être suspect. Nous, on a fait des groupes justement avec les 20 dans des marques de luxe, plus luxe, tu meurs. Et alors que les marques étaient en effet très actives et déjà très positionnées sur des initiatives dont elles ne parlaient pas, le fait de ne pas les dire, ça commençait à être un problème. Donc, il y a vraiment un enjeu de transparence et de communiquer sur cette transparence. Après, il est clair. On a vu d'ailleurs toute la nouvelle stratégie de Chloé là, qui est mise en place avec des engagements qui sont très significatifs et des preuves très fortes. La com est incroyable et a commencé. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la créatrice, elle est venue avec ce projet et ça a été communiqué de A à Z, complètement intégré dans toute la stratégie de communication depuis le départ. Donc, c'était assez fou parce que même tout le monde était un peu surpris du ton qui était pris, de la grammaire visuelle pour arriver aujourd'hui à la certification qu'ils ont eu cette semaine. Après, c'est vrai qu'on a un enjeu de preuve en fait. Et ça devient extrêmement compliqué parce que dès qu'on fait mal ou dès qu'on communique et qu'on n'a pas les bonnes preuves, Confère Coach récemment, c'est la catastrophe. Corinne?
clairement, on est rentré dans une nouvelle ère en matière d'engagement. Ça n'est pas possible de ne pas s'exprimer sur ces sujets-là aujourd'hui. Alors, l'inquiétude et le risque, c'est que quand on est l'industrie qui représente, qui incarne l'excellence, on a peur de ne pas que être dans cette excellence. Or, avec la question de la responsabilité, on n'est plus dans du binaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du 0 ou dans du 1, on est dans quelque chose qui est un chemin, une trajectoire, et donc il faut accepter de se dire que on est en bon français, dans un work in progress. Donc l'enjeu, c'est pas de devenir parfait, c'est vraiment d'avoir l'obsession de la progression, de s'améliorer sur toutes ces facettes, de s'attacher à tous les maillons de la chaîne, à la distribution, à la production, à tous les axes, à toutes les thématiques, à l'inclusivité, à la diversité. Et il faut se dire aussi, et je pense que les marques de luxe le disent, c'est que l'engagement responsable des entreprises, elle enrichit leur histoire, elle enrichit le récit des marques. Et c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle de communication pour les marques de luxe. On parle bien de récit des marques. Donc, c'est une opportunité d'enrichir le récit de ces marques. Donc, participer à encourager, imposer que l'évaluation des entreprises ne se fasse pas seulement via des critères financiers, mais aussi via des critères de transition écologique, sociale et sociétale, c'est le sens de l'histoire, c'est le bon moment pour y aller. Élise? Nous, on a 2 points sur ce sujet. Je pense que ça nous questionne beaucoup. Déjà, je pense que les marques de luxe ont peur de montrer leurs engagements. Pourquoi? Parce que montrer leurs engagements, ça voudrait dire, d'une certaine façon, je pense, ne plus être élitiste et ne plus être luxe. Parce que quand on est sympa, en réalité, on est moins luxe, je trouve. En tout cas, il y a beaucoup de marques qui nous disent ça. Genre, mais non, on ne peut pas être trop accessible, trop proche du peuple, trop ci, trop ça, parce que voilà, c'est pas l'image de la maison. Nous, on nous a souvent dit des trucs comme ça. Parce que le luxe, pour parler grossièrement, est un monde qui se la pète. Donc, on est dans un truc toujours de la distanciation. Voilà. Et voilà. Ce que quelques marques arrivent à stopper. Mais là, on se retrouve confronté à un autre problème. C'est que l'engagement des marques de luxe aujourd'hui est forcément bullshit, en réalité. C'est qu'au début, nous, en 2017, on poussait toutes les marques à dire engagez. On leur disait toutes engagez-vous, il faut vous engager. Maintenant, il y a une espèce d'injonction à l'engagement qui est évidemment un atout business et qui est trop bien. Mais comment aujourd'hui on peut être une marque et être écolo? C'est totalement antinomique, antithétique, tout. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, nous, on se retrouve souvent dans des briefs qu'on a fait, d'ailleurs des OP au début parce qu'on était naïfs et je pense qu'on a été aussi attirés par l'argent, où des marques nous disaient on a fait un produit à 40% recyclé. Ok, mais c'est rien 40% recyclé. Même si c'est un effort, tout le reste est en plastique. Donc, on n'est pas sur un engagement réel. Encore plus, l'engagement sociétal. Toutes les personnes vont s'amuser, les directeurs marketing de boîtes ou les DG vont se vanter d'être vraiment dans l'inclusion, voilà, nous, on est dans les représentations, on montre tout le monde. Mais cette représentation en interne, elle est vraiment absente en réalité. Parce que nos interlocuteurs, quand on parle à des marques, c'est des personnes qui ont toujours le même profil, qui sortent d'écoles de commerce, qui sont souvent, excusez-moi du peu, mais qui ont la même tête que nous en réalité, qui viennent de milieux toujours les mêmes et en fait qui ne comprennent pas les réels enjeux et forcément, ça va passer un peu de façon hypocrite en fait. C'est comme quand on a travaillé pour des boîtes au début, quand on était chez Fresh, qui nous disait voilà, nous on veut vraiment aider les femmes, mais derrière c'était que des hommes au COMEX. Les femmes, il y avait souvent des histoires de harcèlement dans la boîte, elles n'étaient pas aussi bien payées que les hommes. Pour moi, l'enjeu de l'engagement, il est là maintenant. J'ai envie que moi, une marque, elle me dise on est clean, mais pas seulement dans notre pub. Et oui, on fait des produits recyclés, mais en plus, en interne, regardez, on est trop stylé. Voilà ce qui se passe à l'intérieur. Comme dans le Coca-Cola, on a envie de savoir comment c'est fait. Maintenant, Coca, ils sont un peu dans la merde, je dirais, parce que les jeunes, moi, ma petite sœur qui a 19 ans, elle a interdit le Coca-Cola à la maison parce que c'est pas écolo et on sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est pareil pour les boîtes. On sait pas ce qu'il y a dedans. Et quand on apprend ce qu'il y a dedans, on a souvent les boules. Parce qu'en fait, c'est des mecs, on n'est pas sûr qu'ils soient totalement clean. On va faire. Julia, on va en faire un. La réaction d'Alexandre.
On a quasiment le même âge, mais c'est marrant parce que je suis pas d'accord sur tout ce qui a été dit, et notamment C'est juste avant. bien, voilà, le débat commence. Voilà, donc c'est bien parce qu'il fallait que ça soit animé, donc c'est bien. Non, quand on dit que le luxe est forcément bullshit, je suis pas forcément d'accord. On l'a vu hier, le groupe LVMH a aussi annoncé qu'il y aurait plus de 2500, je crois, CDI et 5000 contrats 25 000, d'apprentissage qui seront faits 25 000, 25 000. 25 000. On voit tout le phénomène de relocalisation de l'artisanat en France. On voit qu'aujourd'hui, il y a des maisons, alors c'est vrai pour LVMH, mais c'est aussi vrai pour Hermès, qui ont contribué de manière assez singulière au développement de grandes soieries du côté de Lyon. Donc, finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir un côté un peu bullshit, parce que oui, il y a eu beaucoup trop de manifestos et de films en disant on va changer le monde, etc. etc. Et c'est pour ça que moi, j'ai plus l'impression que, quelque part, c'est un peu la com qui s'est tendue un piège, c'est de vouloir avoir des discours hyper hauts. Finalement, du coup, on est beaucoup plus dans la lumière et les gens nous attendent beaucoup plus au tournant. Et c'est aussi pour ça que je ne pense pas que les marques de luxe aujourd'hui aient peur de communiquer sur leur engagement, mais c'est plus qu'il y a une notion un peu de mesure dans la démesure de oui, c'est hyper bien de vouloir s'engager sur tout, mais je pense qu'il y a des chantiers à lancer, tout se ne fait pas, on va dire, à la même vitesse. Déjà, quand on réfléchit à, pour moi, ce qui est important pour le luxe, car oui, Julia, tu as quelque part un peu raison, dans le luxe, on se la pète. Oui, ok, les marques de luxe se la pètent, mais il faut aussi voir d'où on part. C'est-à-dire que le luxe, à la base, c'est quand même la vision d'un homme qui s'appelait Colbert, qui a voulu relocaliser en France beaucoup de métiers qui étaient sur des métiers d'innovation, qui étaient sur des métiers où le savoir-faire et l'artisanat étaient au centre de ce qu'on faisait. Donc c'était quelque part comme si le mec, à l'époque, avait créé Tesla, voulait envoyer les gens sur Mars avec SpaceX, en même temps se posait énormément de questions pour savoir comment on allait rester vivre sur Terre. C'était un peu ça de ce qui se passait quand Colbert a eu sa vision du luxe. Aujourd'hui, ça peut sembler dépassé. D'ailleurs, moi, un des challenges que j'ai énormément avec mes clients, c'est quand on parle de mécanismes horlogers, par exemple, c'est vrai qu'en 1865, c'était très intéressant, c'était de l'innovation. Quand on en parle en 2020, en 2021, en 2022, c'est un peu plus boring parce qu'on se dit, tiens, il y a quand même des choses beaucoup plus fortes aujourd'hui. Et c'est vrai. Mais cependant, je pense que ce qui est hyper important de le souligner, c'est que le luxe a toujours été un modèle pour les autres secteurs. Tu parlais de Coca-Cola. Et quand on voit les moves qui sont faits par les maisons de luxe aujourd'hui, on parlait de Saint-Laurent tout à l'heure, mais le fait de dire, par exemple, on arrête les défilés à cause des cadences, etc., etc., on voit qu'il y a quand même des prises de position qui ont été quand même assumées et faites, notamment à cause du Covid, mais pour plein d'autres sujets. Et je pense que le luxe a ce rôle modèle par rapport aux autres catégories. Et je pense que c'est bien qu'il le garde. Alors oui, ça peut paraître bullshit parce qu'aujourd'hui, c'est pas 100% super. Mais je pense que c'est quand même bien aujourd'hui de voir que sur au moins l'impact économique et social, il y a des emplois qui sont créés, il y a des relocalisations. Donc ça veut dire qu'on va peut-être réindustrialiser le pays, etc., etc. Moi, je vous trouve quand même très pessimiste. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un moment de transformation absolument radicale de nos modèles. On a eu la crise pandémique, on a la crise écologique, on a la crise sociétale. Face à tous ces défis, quand même, on peut voir le verre à moitié vide, mais on peut voir aussi le verre à moitié plein. Si on attend en matière de communication et en matière de valorisation d'initiatives que les choses soient parfaites, ce sera trop tard de toute façon. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Enfin, je faisais référence tout à l'heure au podcast C'est pas du luxe. Écoutez Thomas Huriès. Thomas Huriès, c'est quelqu'un de vraiment convaincu qui consacre sa boîte à produire des jeans bio, mais il explique très très bien que lui, ça ne lui pose aucun problème que toute l'industrie et que toutes les industries commencent à s'emparer de ces sujets-là, même si ce n'est pas parfait, parce que personne dans ce domaine n'est parfait. Et qu'en revanche, les leaders dans cette industrie se doivent de montrer le chemin, se doivent d'aiguillonner. La communication, elle n'est pas parfaite, c'est vrai, mais la communication, ça a été le bras armé de la société de surconsommation pendant plein d'années. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, elle peut devenir l'aiguillon d'un autre modèle de société qui soit plus responsable. Et dans ce cadre-là, de façon positive et optimiste, parce que moi je suis positive, enfin je suis optimiste, je pense qu'il faut être optimiste. Ces grands groupes ne sont pas parfaits, mais font plein de choses. Donc il faut le valoriser, il faut le faire savoir. Il faut s'améliorer, il faut avoir le courage de la transparence en partageant bien le fait que ça n'est pas parfait, je le répète, qu'on peut encore s'améliorer dans plein de domaines, qu'ils peuvent encore s'améliorer dans plein de domaines, mais ils se doivent d'enfourcher cette mission-là. Et puis je pense qu'une agence, elle doit conseiller et pas juger. Parce que je pense que notre fonction, c'est de conseiller, mais pas juger, ou d'aider à mieux faire, je pense, en tout cas. Et dernier point,
Je pense que depuis 5 ans, ce point de le luxe n'est pas aimable a vraiment changé et que je pense qu'ils ont terriblement entendu. D'ailleurs, vous le disiez, les filles, maintenant, quand vous avez un brief, tout le monde est devenu plus sympa, plus inclusif. Donc, il y a vraiment eu un shift à tous les niveaux, en RH, à tout, dans la communication, dans les boîtes, dans la manière de communiquer. Donc ça, je trouve que c'est un procès un peu dur. Et sur le point des causes et des engagements, moi, je trouve ça aussi, enfin, je rejoins Corinne, on sait que toutes les boîtes aujourd'hui, petites, grosses, pensent à ça, des petits budgets, des gros budgets. On voit chez MH le programme Living Soils, Living Together, en partenariat avec l'ONU, pour savoir comment on va gérer les sols. Enfin voilà, c'est à de nombreux niveaux et je trouve que c'est en effet très positif, même si c'est pas parfait. Alors, une question fondamentale, puisque c'est un peu vos propos aussi, Élise et Julia. Le luxe, finalement, il a le projecteur sur lui, le projecteur des réseaux sociaux, et il est menacé en permanence par des bad buzz, par la cancel culture, la woke culture. Comment une agence peut aider justement à combattre ces bad buzz, comment à prévenir ces crises? C'était une bonne question. Et je pense aussi que on peut éviter, à mon avis, ça si on a une diversité dans son équipe, en fait. Ça permet qu'on n'ait pas tous les mêmes points de vue et que du coup, on regarde une diversité internationale, etc. Et de regarder le prisme à travers les marchés. Récemment, on a eu un sujet sur une campagne qui n'est pas sortie, mais il y avait un petit sujet où on s'est posé la question et on a appelé les États-Unis, la Chine, le Japon pour tester. Même si ça peut paraître, franchement, je trouve insupportable. Après, je pense qu'il y a quand même un petit nivellement de la culture. On sait que tout se construit avec des mélanges, que c'est un éternel recommencement. Et pour avoir créé The Red List, je sais combien les images se repassent, se détournent, se réinventent, que ce soit dans la mode, voilà. Et c'est vrai que c'est quand même triste de vouloir tuer Tintin, quoi. Voilà. Bon, bah, donc c'est peut-être qu'une période. Je pense que voilà, il y a un petit. Il y a un moment de résistance en tout cas. Oui, exactement. En tout cas, moi, je pense qu'il faut résister, mieux expliquer et après être extrêmement vigilant, en empathie sans doute et à l'écoute. Alexandre? Pour moi, la réponse, elle est assez. Et ça revient un peu à ce que je disais juste avant sur essayer de bien mettre un peu de mesure, on a des mesures, mais je pense que pour pas indigner, en tout cas pour éviter le faux pas, si je le dis autrement, je pense que c'est hyper important aussi de savoir d'où on part. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le luxe, et que souvent on a un gros héritage avec lequel on doit travailler, qui est passionnant, parce qu'on trouve dedans des trésors en termes de savoir-faire, mais aussi en termes des fois de vision. D'hommes, par exemple, qui à 22 ans ont eu l'idée de la première manufacture horlogère, enfin, des choses comme ça. Et je pense que pour éviter le faux pas, justement, il faut quelque part avoir conscience et être bien solide là-dessus pour justement savoir d'où on part et où est-ce qu'on a envie d'aller. Pour justement éviter un peu de tomber dans un peu ce qu'on pourrait dire qui est clivant, c'est-à-dire le bad buzz, en essayant d'avoir lu faire quelque chose qui n'est pas finalement nous, qui finalement ne nous ressemble pas, juste pour être entre guillemets à la mode ou pour essayer de parler aux jeunes, et puis finalement indigner et puis faire le pas de côté. Claire, alors vous avez vu, on a passé une année extraordinaire, je trouve, en termes de créativité. Balenciaga a cassé un petit peu le jeu de la Fashion Week avec son épisode incroyable de 10 minutes, Simpson Balenciaga, qui respectait à la fois la marque et à la fois bien sûr le dessin animé. On a vu une vraie série, 5 épisodes qui a été pensée par Balmain. On a vu la Telfar TV 24 heures sur 24. Donc moi, la question que je vous pose aujourd'hui, comment vous jouez avec cette créativité qui n'a jamais été aussi forte? Vous avez des moyens extraordinaires de vous exprimer. Donc des séries TV, le placement de produits à la puissance 1000, des web TV, les jeux vidéo, justement, voire même le luxe qui estime faire une publicité au niveau de l'art.
Aujourd'hui, comment vous voyez avec cette créativité sans limite l'avenir de la com de luxe et du coup le casting des publicitaires dans les agences de luxe? Est-ce que vous êtes des artistes? Mais bien sûr qu'on est des artistes. Ouais, nous, on est carrément des artistes et j'aime bien cette question. On est vraiment des artistes et en plus, comme on est cousins de Vivendi et d'Universal et de Gameloft et de Canal, et ben c'est assez chouette parce qu'aujourd'hui on crée et d'Editis aussi, on crée plein de synergies sur des projets justement culturels. Alors c'est vrai que nous on a commencé assez tôt parce que l'agence a fait les guides Vuitton, enfin avec Vuitton il y a déjà 22 ans. Donc c'est vrai que voilà, l'objet culturel qui rentre dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose voilà, l'agence, moi j'étais pas du tout là, donc je me sens très, très libre de valoriser cette créativité d'artiste. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au cœur de nos stratégies, on va avec justement Universal pitcher des marques sur leur label de musique, avec Canal réfléchir à des modèles, notamment des modèles de séries, où aujourd'hui les marques sont pas prêtes vraiment à être impliquées parce qu'elles n'ont pas encore compris qu'elles devaient lâcher un petit peu pour créer le mythe. Et du coup, une série, il y a forcément du suspense, tous les gens ne sont pas beaux, il y a de la méchanceté. Donc, il y a un petit enjeu comme ça, voilà, qui va être important. Voilà, mais on y travaille pour qu'elle soit partenaire avec nous. Il y a aussi tout le système des docus qui est super fort. Donc, on écrit des docus pour des créateurs, quid des biopics, de comment on les rend intéressants. Et évidemment, le gaming avec Gameloft, sur lequel on se positionne aussi sur des offres. Et avec Editis, récemment, sur des marques qui ont besoin de raconter des histoires, de créer du statut, voilà, c'est souvent des stratégies sur lesquelles on va. Donc, on a tout un pan d'entertainment qui est aussi géré en lien avec la production. Donc, c'était intéressant, Alexandre, quand tu parlais du nouveau modèle d'agence plus collaboratif, voilà, avec ce team du client. Nous, on est très innovants sur ces sujets-là, jusqu'à, évidemment, l'expérience. On l'a vu, on voit le carton de l'Atelier des Lumières, donc tout ce qui tourne autour de ces expériences immersives qui vont évidemment se prolonger avec la Metaverse, c'est des choses qui nous animent énormément. Ça, c'est l'autre question. Élise et Julia, est-ce qu'un publicitaire peut être un artiste? C'est ce que je vois la question. On sait qu'il y a eu des grands artistes qui ont été des publicitaires. Bien sûr. Bien sûr. Bah, nous, on dirait plutôt qu'on est des créatives qui s'entourent d'artistes. Mais par exemple, nous, BETC, on trouve que c'est en termes de grosse agence, ça reste excellent. On est rarement déçus par la créativité de ce que font des agences comme BETC et Étoile Rouge, vraiment, honnêtement, parce qu'on est très critique à l'égard de ce qui se fait aujourd'hui. Non, tu trouves? On se fait chier, nous, dans la pub. Et c'est vrai que BETC nous a souvent éblouis. Voilà. Mais après, c'est vrai que pour nous, par exemple, il y a l'exemple aujourd'hui le plus frappant, c'est Balenciaga. Pour nous, c'est du génie ce qu'ils font à chaque fois parce qu'ils s'émancipent tellement de… Enfin, faire un épisode avec les Simpsons, pour nous, c'était du génie. Et même le concept, en fait, même le concept du défilé. Ce qui est excellent avec les marques comme ça, c'est qu'ils conceptualisent tout. Tout est conceptualisé, mais j'ai l'impression beaucoup aussi un travail en interne. C'est-à-dire que déjà en interne, ils ont embauché des génies et des créatifs. Ce qui manque à beaucoup de marques. Nous, il y a beaucoup de marques de luxe qui nous contactent et les gens en interne ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. Donc, ils ne sont peut-être pas prêts à aller aussi loin qu'on aimerait qu'ils aillent parce qu'ils ne comprennent pas, comment fonctionne. Ils n'ont pas de maîtrise en interne au niveau du recrutement. Donc, je dirais que c'est même pas une question d'agence parce que je pense que quand même, toutes les agences qui se lancent ont des créatifs, évidemment. C'est un métier de créatif. Après, c'est l'interne. C'est le manque de diversité en interne, le manque d'audace et de courage quand ils contactent les agences, c'est plutôt ça. Parce que Balenciaga, clairement, en interne, on voit bien que le DA est un génie. Il faut défendre, Alexandre, le drapeau Publicis. Étant 20 ans Publicis sont des Publicis pour toujours. Quand même, l'OP et Balenciaga, alors, c'est pas Simpson, mais c'est vrai que le Balenciaga
Fortnite, Publicis y a travaillé. Je crois qu'il y a Publicis Luxe et Publicis Média dans l'appareil. Bref, ton point de vue, est-ce que Publicis La Maison, c'est une maison d'artistes? Un peu pareil, de créatif, oui. Publicis a bossé sur le concept Balenciaga, mais moi, j'aimerais juste revenir sur une chose qui, pour moi, est fondamentale. Comme le disent Élise et Julia, c'est du génie, mais il y a surtout parce qu'à la base, il y a quand même la vision du décès et il sait à qui il s'adresse. C'est-à-dire que quand on prend les collections Balenciaga, il y a des codes très forts sur l'univers du gaming, il y a des logos PlayStation qui sont renommés avec Balenciaga, il y a des logos de la NASA qui sont enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la volonté, pour le coup, très affichée, de s'adresser à une certaine génération. Et c'est pour ça qu'aussi les Simpsons, c'est du génie. C'est que c'est pour le coup le contenu ultime consommé par cette catégorie de personnes. Et là où je trouve que c'est encore plus du génie, c'est un peu parce qu'on parle aussi, on parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais il y a aussi un truc qui est fondamental, c'est comment s'imbriquent les nouvelles générations. Parce qu'un des fondamentaux et un des gros challenges aussi des marques de luxe aujourd'hui, c'est comment continuer à s'adresser aux clients d'avant tout en allant chercher les nouvelles sans forcément cliver. Je pense par exemple à Tiffany. Avec notre surmodeuse Tiffany, ça a été un tout petit peu un bad buzz sur ça, mais on sentait qu'il y avait cette volonté de cliver un peu entre On deux posera la générations. question à Antoine Arnaud justement dans quelques minutes sur cette campagne. Voilà, je ne savais pas. Du coup, je pense que de savoir à qui on s'adresse, c'est primordial. Et c'est pour ça que nous, quand on dit qu'on travaille beaucoup en collaboration, chez Publicis La Maison, c'est qu'il y a vraiment la volonté de se mettre autour de la table et déjà de se dire, OK, à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on a envie de dire. Moi, je trouve qu'il y a une tendance qui a été un peu dommage dans la com au global, c'est que dès qu'il y avait un nouveau support, dès qu'il y avait un nouveau médium, nouveau média, forcément, ça devenait une idée. Quand Élise et Julia et Delphine parlent d'audace et du fait d'être artiste ou créatif, je pense que c'est primordial de remettre l'idée. Une agence comme BBH, par exemple, qui est aussi quelque part un peu de la famille Publicis, c'est une agence qui a toujours valorisé l'idée, qui a d'abord fait aussi une campagne magnifique sur Absolute, sur comment est-ce qu'on se déconnecte des écrans en passant du manga à un film, enfin une campagne vraiment belle. Et donc, cette culture de l'idée, après, elle prendra la forme qu'elle prend, mais elle est déjà fondamentale. Nous, on a recommandé de faire des docus, on a recommandé de faire même des longs métrages. Très récemment, sur Netflix, je regardais un film sur Vespa et comment il a créé le Vespa. Ça aurait fait une super campagne. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec, si ça sort du marketing, mais en tout cas, l'histoire de cet homme, du coup, donne envie d'avoir un Vespa. Donc voilà, il y a la culture déjà de l'idée. Et ensuite, ça prend la forme que ça prend. Mais je pense que déjà, savoir à qui on s'adresse et ce qu'on a envie de raconter, c'est primordial. Et puis, effectivement, après, les artistes travaillent pour justement établir la meilleure œuvre. Alors, il y a un univers, c'est ma dernière question, puis je vais en prendre quelques-unes, bien sûr, dans la salle. La grosse surprise, entre guillemets, c'est les univers immersifs. C'est ces partenariats qui se multiplient. Ça date quand même de quelques années. Les premiers ont été chez Vuitton, mais là, il y a eu l'énorme partenariat entre Balenciaga et Fortnite, et au-delà, la question de la métaverse. Est-ce que vous, en termes d'agence, est-ce que vous pouvez guider le luxe à rester désirable dans le métaverse? Alors moi, j'aurais deux questions. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner la définition du métaverse pour notre public et comment aider le luxe à être aussi désirable dans le métaverse que dans le IRL? Alexandre, tu veux commencer? Si. Moi, en fait, j'avais envie de retourner. J'aurais demandé à Eric ta définition d'abord du métaverse parce que c'est très gentil de nous tendre le relais, mais on aurait voulu avoir la tienne. Le métaverse. Pour moi, je suis un fan de la 4e dimension. Donc, on va dire qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension physique. Et puis maintenant, la 4e dimension, c'est ces univers, ces jeux vidéo persistants ici où finalement, ce métaverse, pour moi, il y a une transformation de civilisation. On est quelque part, je trouve qu'on est dans une civilisation qui commence à devenir l'air de rien transhumaniste et que quelque part, l'acte de possession qui est de posséder un objet de luxe, c'était le tenir entre les mains. Maintenant, c'est le regarder dans ce jeu. Donc, pour moi, le métaverse, c'est la 4e dimension ludique pour faire court. Pour te répondre, est-ce qu'on peut accompagner, nous, on va dire nos clients dans le métaverse? J'ai envie de dire oui. Je pense que ce qui est fondamental de rappeler aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose, nous, on se dit aussi que le métaverse peut amener un luxe beaucoup plus inclusif. C'est-à-dire le fait d'être dans une 4e dimension, du coup, il n'y a plus forcément d'étiquette, il n'y a plus forcément on va dire, de qui consomme, et finalement, il y a un avatar ou autre chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
c'est primordial de comprendre que le luxe a toujours été lié à quelque chose d'assez identitaire. Souvent, quand on parlait beaucoup d'ubérisation, je m'amusais à dire que les nouvelles générations utilisaient ce dont elles avaient besoin et achetaient ce qu'elles étaient, entre guillemets. Ça, c'est encore plus vrai dans le luxe. On voit aussi un luxe beaucoup plus inclusif autour de communautés, etc. Et je pense que le métaverse aujourd'hui, dans cette quête identitaire, est fondamental. Et je trouve que c'est important d'accompagner nos clients là-dedans. Parce que comme le luxe a toujours été aussi moteur d'innovation, c'est important qu'il soit toujours dans l'air du temps. Et qui puissent faire face aussi à ce genre de, on va dire, nouvelles pratiques ou en tout cas de nouveaux usages. Delphine, est-ce que l'empreinte culturelle est soluble dans le métaverse? Ouais, elle est hyper excitante même. Je dirais, ça va être une folie. Je pense que c'est essentiel qu'on se pose la question, qu'on leur pose la question. Parce que ça arrive très vite en 2023, que ce soit Kering, Chanel, Google, tout le monde est en train de développer des lunettes depuis très longtemps. Du coup, il y a un énorme monde qui va se déployer, un monde qui n'est pas encore complètement clair, parce que ça veut dire qu'on va avoir notre ville en fait va être complètement dupliquée. Donc, à qui appartiendront les pas-de-porte de la place Saint-Sulpice, tout ça, c'est pas encore très clair. Donc, c'est vrai qu'à Zurich, il y a une espèce d'association qui est en train de travailler sur tous ces enjeux, même légaux, de comment on va se profiler dans la métaverse. Et ça va poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de consommer? Est-ce qu'on éduque? Est-ce qu'on fait les journées particulières dans la métaverse et du coup, tout le monde peut les vivre? Voilà, c'est vrai que chacune des marques va devoir se poser vraiment la question de son utilité et de ce qu'elle va apporter. On sait que voilà, tout le monde veut son avatar, que la Chine est très très friande d'investir beaucoup d'argent dans son avatar, qu'il y a des enjeux économiques très forts entre les NFT, enfin voilà, tout ça, ça va être quand même un nouveau monde assez complexe et qu'il va falloir et qui va sans doute être persistant. Donc les questions qu'on a à se poser sont bien au-delà de juste de l'entertainment et voilà, ça va être complexe. Donc, c'est très excitant parce que ça fait des nouveaux sujets sur lesquels réfléchir. Et je vois des... Il y a aussi un sujet, c'est la question de la valeur du coup. Bien sûr. Parce que quand on parle de métaverse et qu'on NFT, parle forcément de valeur, pour un peu dévier de sujet, mais quand on voit par exemple la décentralisation et tout ce qui est protocole blockchain qui de plus en plus fait sens, notamment pour le luxe, c'est vrai que la question de la valeur, elle est aussi primordiale parce qu'on duplique les villes, c'est vrai, mais du coup, quelle valeur pour ces produits dans ces villes dupliquées? C'est aussi une question qui est hyper intéressante. Élise et Julia, je sens que vous êtes très sensible à la notion de respect. Respect des cibles, respect des engagements. Quand vous voyez ces jeux, je prends l'exemple de Balenciaga, Fortnite, il y a le respect du joueur en fait. Elles ne se sont pas imposées, elles ont eu, entre guillemets, l'humilité de regarder et de comprendre la mécanique de jeu et de s'adapter à ça. Est-ce que vous êtes sensible? Oui, après, moi, je pense quand même qu'ils font tout ça. C'est pas vraiment par respect du gamer, c'est juste parce que c'est une bête d'idée d'aller sortir totalement du luxe et chercher un truc. Enfin, un joueur de Fortnite, il va pas. Oui, mais on pourrait être snob, vous écoutez. Si le luxe était snob, il mettrait sa chaussure et basta, ça suffirait. C'est vrai qu'il y a un respect en plus du mode de consommation des joueurs de base. Moi, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et d'ailleurs, on est prof à l'IFM, nous, et c'est un exemple qu'on leur a donné aux étudiants parce qu'on a trouvé ça trop bien. Donc oui, je trouve qu'il y a un vrai respect dans ces moments-là, mais parce que justement, on n'est pas sur une question d'engagement, de sujet qui est touchy, où ils vont peut-être pas être irréprochables. On est sur quelque chose de sympa, de cool. C'est du gaming, c'est actuel. Voilà. C'est en reconnexion avec la cible et c'est en reconnexion avec ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, quoi. Merci. Il est 19h21. On va passer dans 5 minutes notre interview d'Antoine Arnaud et pour conclure, et déjà vous remercier toutes et tous. Il y a eu un franc-parler, il y a eu un peu de castagne comme on l'aime, c'est bien, sinon ce n'est pas une table ronde. J'ai envie de vous demander à chacun, je vais commencer par Alexandre, en une phrase, ta vision pour le futur de la communication. Comment tu vois le futur de la communication? Luxe. Vous vous préparez, hein, les autres comme ça. Voilà. C'est bien, donc je vais essayer
comme ça vous avez le temps de décrire tout le reste. Non, le futur de la com dans le luxe, pour moi, quelque part, il épouse aussi son époque et donc les défis qu'on voit partout. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que les défis de la com du luxe sont les défis des futurs candidats aux élections de 2022. Mais c'est l'inclusivité, la diversité, c'est comment on a toujours cette image et comment on développe des contenus et comment on développe la valeur des marques. Il y a une étude en 2015 qui est sortie qui a montré que quasiment 75% de la valeur aujourd'hui des marques de luxe était quelque part l'intangible, c'est-à-dire toute l'émotion et tout ce qu'on ressentait sur cette marque, beaucoup plus que les usines, etc. Donc l'étiquette fait beaucoup. Donc quelque part, je pense que avoir beaucoup plus de valeur, la transparence aussi, et des engagements. On parlait de discours de preuve avec Delphine tout à l'heure. Je pense que l'engagement est primordial quand on voit que effectivement le luxe est aussi leader. On va pas se mentir, aujourd'hui Bernard Arnault fait quand même partie est sûrement le deuxième homme le plus riche du monde, mais on a vu qu'il y avait tout de suite la volonté de s'engager au moment où il a fallu pour le Covid, en mettant à disposition les usines, notamment de parfums pour créer du gel hydroalcoolique, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de volonté d'avoir cet impact-là, et toujours pour moi créer la valeur par aussi l'impact que le savoir-faire du luxe peut avoir dans le pays où il se trouve. Merci Alexandre. Élise et Julia, le futur de la com luxe pour vous deux? Alors, on dira un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire être clean à l'intérieur pour être clean à l'extérieur et communiquer de bonnes valeurs. Pour nous, c'est ça le prochain enjeu du luxe, c'est juste arrêter en interne d'être un peu nimp. Je dis pas que tout est nimp. Je dis qu'il y a beaucoup de choses bien qui se font, mais ça y est, il faut commencer à recruter des gens qui viennent peut-être pas du même milieu que ce qu'on a l'habitude de voir, et ça se ressentira à l'extérieur. Et arrêter aussi, la com du luxe doit arrêter le RSE bullshit et la com bullshit, et arrêter de dire on fait des trucs féministes si on n'est pas féministe en interne, en RH. Arrêter d'être écolo si en vrai on n'est que à 40% recyclé. Arrêter juste le bullshit, parce que ça ne marchera plus avec les jeunes. Voilà. C'est vrai, on n'a pas assez parlé de la pollution numérique et digitale. Vaste sujet. Je vois une question ici. Antoine Arnaud apportera sa réponse. Delvit, votre vision du futur de la com luxe? Alors, je me souviens d'un truc parce que cette question avait déjà été posée, mais je vais le faire très vite. Dans une interview, Stéphane Zibéras et moi, j'étais là par hasard. Et Stéphane, il avait dit un truc hyper drôle, c'est qu'il se voyait genre 2030 avec plein de robots autour de lui qui lui envoyaient des briefs de data, et lui, il se battait pour la créativité, et ça me faisait marrer quand vous posez cette question. Donc, je pensais à ça. Je sais pas, j'ai envie de dire que moins d'agitation, plus de grandes idées, moins de cancel culture, plus de boldness, et évidemment des valeurs. Réconciliation. Corinne, pour finir cette table ronde. En fait, moi, je vais redire un peu je vais redire un petit peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que je pense que dans le futur du luxe, je vais dire comme ça, pour que le futur du luxe soit vraiment responsable, il faut, parce que c'est dans son ADN d'être dans l'excellence, il faut qu'il montre le chemin. C'est une industrie qui doit montrer le chemin. C'est une industrie qui a les moyens de montrer le chemin, donc elle doit montrer le chemin. C'est ça le luxe responsable de demain. Merci beaucoup. Merci Élise et Julia, Delphine, Alexandre, Corinne.